Bonjour, alors je vais vous parler de transition énergétique et des secteurs qui ont le vent en poupe en ce moment et qui sont extrêmement populaires sur le marché, qui sont ceux de l'électrification, donc des véhicules électriques pour les transports, de l'hydrogène et des filières associées. Donc ce sont des secteurs qui font vraiment le buzz en bourse en ce moment. Je reçois régulièrement des mails à ce sujet. Est-ce qu'il faut investir dans ce secteur? Qu'est-ce que je pense de Tesla ou d'autres entreprises? Donc bon, le discours qui est derrière ça est de dire que bon, qu'on soit contre ou pour la transition énergétique, peu importe, elle va avoir lieu. Donc on va avoir dans 15 ou 20 ans, toutes les voitures vont devenir électriques. On va donc avoir une explosion du marché des voitures électriques. On va avoir une explosion de la filière hydrogène avec des flux financiers fantastiques qui vont se profiter aux entreprises de ce secteur. Et donc on peut accepter de payer ces entreprises assez cher et même très cher parce qu'elles vont avoir une croissance assurée à 20% par an, 30% par an ou plus sur les décennies qui viennent. Et donc finalement des actions comme Tesla aujourd'hui ne seraient absolument pas chères. Ce serait une vraie opportunité de les acheter au cours actuel. Alors je vous propose donc de regarder les chiffres et quelles conditions il faudrait pour que ce scénario rose, ce scénario idéal puisse se réaliser. Première chose à prendre en compte, c'est l'électricité. Si on veut électrifier tous les transports, il va falloir produire l'électricité nécessaire pour que ces transports puissent fonctionner. Si on regarde un pays comme la France, mais c'est à peu près la même chose aux États-Unis, la production d'électricité aujourd'hui dans notre pays est, vous voyez ici, c'est à peu près 550 TWh, un petit peu moins maintenant avec le Covid, mais on peut donner une valeur de ce type-là. Dans ces 550 TWh, il y a essentiellement du nucléaire, du thermique et de l'hydraulique. Les énergies renouvelables en dehors de ces trois sources-là, ça compte pour quasiment rien. On a un petit peu d'éolien ici, le bleu clair, et en marron, vous avez le solaire. Donc vous voyez ce que ça représente, c'est quasiment peanuts par rapport au reste. En face de ça, on a l'énergie consommée par les transports. Alors l'énergie consommée par les transports, on va se baser sur les données d'avant Covid parce que l'année 2020, elle n'est pas représentative. C'est sensiblement la même chose que la production électrique, c'est-à-dire qu'on est un peu au-dessus de 500 TWh. Dans ces 500 TWh, l'essentiel, c'est le pétrole. Vous voyez que on a un petit peu d'énergie renouvelable, donc biocarburants et autres, mais ça compte pour quasiment rien. L'électricité en jaune ici compte pour quasiment rien face au pétrole. Donc on peut considérer que l'essentiel de ces 500 TWh sont causés par le pétrole. Donc si on raisonne de façon un peu rapide, on va se dire il va falloir doubler ou quasiment doubler la production électrique française, puisque aujourd'hui on a 550 TWh et que si on veut basculer les transports vers l'électrique, il faudra encore 500 TWh. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que le rendement des moteurs électriques est meilleur que celui des moteurs thermiques de façon générale. Le rendement d'un moteur thermique, on peut l'estimer à 30-35%. Le rendement d'un moteur électrique, c'est-à-dire depuis l'électricité produite de la centrale jusqu'au mouvement, à l'énergie disponible pour le mouvement des roues, il y a des calculs qui sont faits ici sur ce site, mais on retrouve à peu près les mêmes ailleurs. On a un rendement qui va être de l'ordre de 67%. Si on se base au départ de la centrale. Donc c'est à peu près 2 fois mieux que le rendement des moteurs thermiques classiques. Donc on pourrait se dire il va falloir simplement augmenter de 50% la production électrique française pour répondre aux besoins de tous les transports. C'est malheureusement pas tout à fait vrai parce que déjà les véhicules électriques sont plus lourds que les véhicules thermiques, donc on aura un supplément d'énergie nécessaire pour compenser ce surpoids. Et ensuite on a des transports qui ne vont pas convenir, qui ne vont pas être
efficaces dans un usage batterie, qui ont besoin d'embarquer beaucoup d'énergie. Je pense notamment aux bateaux. On a toute l'aviation. La densité énergétique des batteries n'est absolument pas suffisante pour pouvoir propulser un avion durablement, efficacement. Donc pour ces secteurs, on peut aussi penser qu'une partie des poids lourds qui font des longues distances auront besoin d'une source d'énergie plus importante, et pour ça il y aura la filière hydrogène. Donc l'hydrogène, elle a l'avantage d'offrir une grande autonomie, une grosse densité énergétique tout à fait comparable à celle des carburants. Le souci, c'est que le rendement du moteur hydrogène est extrêmement faible. Si on part de l'électricité, si on veut partir d'énergie renouvelable, solaire ou bien éolien, qu'on transforme ces énergies en hydrogène, qu'ensuite on achemine l'hydrogène vers la voiture ou l'avion, et qu'on convertit de nouveau cet hydrogène en énergie cinétique, en mouvement, avec une pile à combustible, le rendement global de l'affaire, c'est à peu près 24%. Donc les calculs sont faits là, vous pourrez retrouver le même type de chiffre à peu près partout. C'est un rendement extrêmement faible qui est inférieur cette fois à celui des moteurs thermiques. Donc si on associe les deux, c'est-à-dire un peu d'hydrogène, un peu d'électrique, on peut se dire, on peut couper la poire en deux, se dire que on aura besoin d'à peu près d'augmenter d'à peu près 70 ou 75% la production électrique française pour électrifier tous les transports. Quand j'écoute les informations, j'ai pas du tout le sentiment que les autorités actuelles aient un quelconque plan où que ce soit pour augmenter la production électrique française de 75% dans les 15 ans qui viennent, ni même de 50%, ni même de 20%. On parle juste de construire quelques vagues centrales nucléaires en plus pour remplacer le parc vieillissant qui existe chez nous. On est déjà cette année en hiver, vous avez entendu parler de blackout, qu'on est à la limite, donc on est à peine capable aujourd'hui de répondre aux besoins électriques de notre pays. C'est la même chose en Californie ou dans d'autres États américains. Mais il n'y a aucun plan structuré pour augmenter massivement la production électrique. Quand on écoute les médias, on vous raconte qu'il n'y a pas de souci, la production électrique actuelle va suffire à répondre aux besoins électriques des transports à venir. Ce qui est complètement faux, mais ça, du point de vue du raisonnement d'un homme politique, c'est tout à fait logique. Un homme politique, lui, il est sur un horizon de temps de 5 ans, 7 ans, pas plus. Donc tout ce qui est important pour lui, c'est de pouvoir annoncer à la foule émerveillée qu'il va verdir les transports, qu'il va faire un grand plan électrique. Si dans 10 ans on n'a pas l'électricité qu'il faut pour répondre à la demande, c'est pas bien grave, tout le monde aura oublié les promesses de cet homme politique. C'est pas du tout son problème d'organiser les choses sur un horizon de temps long, de l'ordre de 15 ou 20 ans. Lui, son horizon de temps à l'homme politique, c'est 5 ans. Donc il n'a pas besoin de faire de plan durable à ce niveau-là. Mais pour l'investisseur qui s'intéresse à la filière et qui veut investir à long terme, on en a plus besoin, on va le voir après. Donc voilà, ça c'est une première chose. Un premier obstacle qui peut se dresser face au scénario rose de l'électrification, c'est tout simplement qu'on risque de manquer d'électricité dans les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans qui viennent, et que du coup l'électrification va se faire beaucoup moins vite que prévu. Vous avez tous sans doute entendu parler de l'Allemagne qui veut revenir sur l'électrification totale de l'automobile en 2035 et qui commence à se rendre compte qu'il y aura des problèmes au niveau de l'approvisionnement électrique. Donc ça, c'est un premier obstacle. Le deuxième problème qui se pose, c'est celui des finances publiques. Le scénario rose de l'électrification, il repose sur un modèle économique qui est basé sur des subventions partout. Donc vous avez des subventions massives à la construction d'énergies renouvelables, c'est-à-dire on construit des éoliennes, on construit du solaire, qui sont des énergies qui sont intermittentes, donc qui sont plus coûteuses si on veut les stocker que les énergies type nucléaire ou thermique. Bon, le solaire, on va vous dire que les coûts
coûts de production électrique en solaire et éolien sont ultra compétitifs. C'est vrai uniquement si vous n'avez pas à les stocker. Si vous avez à les stocker, la réalité devient complètement différente. Donc il y a des subventions massives pour essayer de développer ces secteurs, et vous voyez que malgré ces subventions massives, il n'y en a pas tant que ça encore en France aujourd'hui, loin de là. On a des subventions massives pour les voitures électriques, donc 7 000 € en France, je crois que c'est 7 500 $ par véhicule aux États-Unis. Donc tout ça, il y a des plans qui se développent aussi sur la filière hydrogène, des tas de subventions. Il faut, si on veut tout électrifier, il va falloir des États qui soient en excellente santé financière. Le souci, tant qu'on était dans un univers à taux zéro ou presque à taux zéro, on pouvait imaginer ce scénario rose comme possible. Après tout, on peut se dire la dette publique peut augmenter indéfiniment vu que les États ne payent pas d'intérêt sur leur dette et que leur dette va être achetée à taux zéro par les banques centrales. Ma foi, on peut faire tous les plans verts qu'on veut, ça va fonctionner. On va simplement demander à la Chine, à l'Inde et à toute autre source de main-d'œuvre corvéable de nous fournir tout ce dont on a besoin dans les pays riches, quitte à émettre plein de CO2 dans ces pays, mais ça plein de polluants dans ces pays, mais ça c'est pas le problème des hommes politiques occidentaux. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Quand on passe à des taux d'intérêt à 5%, c'est une autre histoire. Le taux d'intérêt moyen de la dette américaine en ce moment, il se situe à peu près aux alentours de 1,6%. Alors tant qu'on est sur des taux moyens de 1,6%, vous voyez que l'intérêt net de la dette dans le budget américain aujourd'hui, c'est 8%. C'est déjà beaucoup, mais on peut se dire que ça reste acceptable. Si vous multipliez ce taux d'intérêt par 4, c'est-à-dire qu'imaginons qu'on soit dans une situation d'inflation forte et durable, ce qui est probable maintenant, hein, on a rencontré un premier mur d'inflation parce que les États occidentaux ont trop ouvert les vannes de création monétaire et qu'en même temps il commence à y avoir des tensions sur les approvisionnements en matières premières, passer à 6% d'intérêt, votre 8%, il va être multiplié par 4, il va devenir 32%. C'est-à-dire que vous aurez 32% du budget de l'État américain qui va juste être consacré à ce moment-là au remboursement des intérêts. Là, ça va devenir très tendu. Vous voyez que ces 32%, c'est plus que la sécurité sociale, les dépenses de santé par exemple. C'est 3 fois plus ou quasiment 3 fois plus que le budget militaire. Dans un contexte comme ça, il y aura probablement beaucoup de tensions sur les dépenses américaines. Alors soit l'État américain continue à dépenser massivement, on dit on fait des plans verts, on fait de l'électrification à outrance, on va mettre plein d'argent dans l'hydrogène, dans le solaire, l'éolien, etc. À ce moment-là, il y aura une grosse création monétaire, il y aura une énorme inflation, le dollar va se dévaluer et à un moment, les pays émergents, les ateliers de fabrication dans le monde vont perdre confiance dans le dollar et vont dire bon, maintenant on arrête de fabriquer pour vous juste en échange de morceaux de papier qui valent de moins en moins, qui ont de moins en moins de valeur réelle. Et ça, à ce moment-là, ça sera la fin de la partie pour tout le secteur de la transition énergétique. Donc là, on a un facteur limitant qui est certain qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, on a un autre facteur limitant, les matières premières, notamment des métaux comme le cuivre. Vous voyez que des métaux comme le cuivre, si on regarde leur cours par rapport à 2003, il a déjà été multiplié par 5. C'est assez considérable et c'est probablement que le début de l'histoire. Alors les réserves de cuivre mondiales ne vont pas s'épuiser dans 15 ans ou 20 ans. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit chercher des mines à concentration progressivement de plus en plus faible. Donc ça devient de plus en plus coûteux d'extraire du cuivre et que si en plus la demande mondiale explose parce qu'on veut fabriquer plein d'éoliens, plein de solaires, plein de batteries, etc., les prix vont augmenter et ça va aussi poser un problème certain à la filière. Donc voilà pour ce que je voulais dire sur ces scénarios roses d'électrification massif, de transition, de développement de l'hydrogène, etc. Pour que ces scénarios se concrétisent, il va falloir à la fois
que les États soient capables d'augmenter très fortement leur production électrique, loin d'être garanti, qu'ils aient des finances très solides et très crédibles pour pouvoir engager de vastes plans de dépenses pour subventionner le développement des énergies renouvelables, le développement de l'électrification, de la filière hydrogène, etc. Et en plus, il faudra que les matières premières restent à des cours acceptables ou relativement bas pour que les coûts de fabrication des voitures électriques restent acceptables pour le client. Ça fait beaucoup de conditions quand même. Alors, j'exclus pas du tout que ce type de scénario rose puisse se réaliser dans les 10 ans, 15 ans qui viennent ou 20 ans qui viennent pour Tesla, pour les entreprises du secteur hydrogène, mais je pense que vous conviendrez avec moi que c'est très très loin d'être garanti. Donc la question maintenant est de savoir, vu toutes les incertitudes et tous les aléas qui existent sur ces secteurs, est-ce que ça va être acceptable, à votre avis, de payer une entreprise comme Tesla à plus de 10 fois ses capitaux propres? Parce qu'aujourd'hui, Tesla, elle capitalise 13,5 fois ses capitaux propres. Une autre entreprise, alors si je prends une entreprise du secteur hydrogène, on a par exemple une entreprise qui s'appelle Bloom Energy, donc c'est une entreprise qui propose des piles à combustible. Celle-ci, elle capitalise 10,5 fois ses capitaux propres, elle a un rapport valeur d'entreprise sur EBITDA 2000. Bon, moi, classiquement, hein, quand j'étudie des sociétés, j'essaye de faire en sorte qu'elles capitalisent moins d'une fois leurs capitaux propres s'ils ne sont pas des valeurs de croissance exceptionnelles. S'ils sont vraiment des valeurs de croissance très prometteuses, je peux accepter de payer 2 fois, dans un cas extrême 3 fois les capitaux propres, mais 10 fois sur un secteur qui a autant d'aléas, autant d'incertitudes que celui de l'électrification et de la filière hydrogène, désolé, pour moi la réponse est non, très clairement. J'exclus pas, je pense même que le marché des voitures électriques va se développer quand même dans les années qui viennent, mais que ça va se faire à un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile que certains l'espèrent aujourd'hui. J'exclus pas un jour d'acheter du Tesla, mais si j'achète du Tesla, ça ne sera pas dans des objectifs exceptionnels, et je le ferai à un niveau de cours qui est acceptable pour moi, et un niveau de cours qui est acceptable pour moi dans les conditions actuelles. C'est pas 180$, ça serait plutôt aux alentours de 50$. Donc si dans le marché baissier qui va arriver, cette entreprise Tesla devait atteindre ce niveau de 50$, et c'est ma foi pas du tout impossible, hein. Quand on regarde la tendance graphique de Tesla, vous voyez qu'on est dans un canal de tendance baissier tout à fait classique, et que la prochaine vague de baisse vers 50$ ça serait juste le bas du canal de tendance. Donc ça n'a rien d'absurde d'envisager un tel objectif. Si on l'atteint, très possible que j'achète Tesla, parce que j'aime bien Elon Musk, j'aime bien ce qu'il a fait sur Twitter pour la liberté. Je pense que c'est quand même après il a prouvé que c'est un grand entrepreneur. Donc voilà, mais c'est pas pour ça que je prendrai ce genre d'entreprise à n'importe quel prix ou à un prix excessif. Voilà pour ce commentaire sur le secteur transition énergétique hydrogène. Faites particulièrement attention, soyez particulièrement vigilants dans le contexte actuel. Quand on entre en récession, quand on entre en marché baissier, les secteurs qui font rêver, les valeurs de croissance chères, sont celles habituellement qui baissent le plus fort, qui amplifient le plus à la baisse les mouvements du marché.